Alors je voulais vous faire une vidéo sur cette fameuse ère de la blessure. J'ai mis plusieurs jours avant de la verbaliser. Parce que sur cette question, il y a quand même beaucoup de susceptibilité. Et que c'était important que je pèse mes mots. Donc j'essaye de le faire. Peut-être vais-je faire des erreurs. Mais je vais essayer d'avoir une vision globale de pourquoi je dis ça. Cette vidéo, elle est complètement corrélée à la vidéo que j'ai fait sur la notion d'étiquette. Parce que maintenant, quels que soient les sujets qu'on prend, le racisme et la question des personnes racisées, la question du genre, l'homosexualité, l'hétérosexualité, les hommes, les femmes, le rapport au poids, et j'en oublie certainement. On se retrouve avec maintenant des mots interdits, des mots rajoutés, on veut effacer une partie de la mémoire en enlevant certaines œuvres, en enlevant des statues, enfin bref, peu importe. Snoop, viens là s'il te plaît. Allez, chouchou. Et tout ça, ça n'est que le fruit de ces blessures, justement, qui s'expriment. Moi, je suis pas en train de dire que les blessures, elles n'existent pas. Bien évidemment que sur toutes les questions énoncées précédemment, il y a énormément de blessures. Parfois des blessures qui sont intégrées sur plusieurs générations en plus. Donc, bien évidemment que de base, on a une blessure. Et les blessures, elles sont importantes à prendre en compte. Quand on est blessé, on a besoin de reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle est importante. Si on en est là aussi aujourd'hui, c'est parce que pendant très longtemps, on n'a pas voulu reconnaître certaines blessures, on n'a pas voulu les entendre, on n'a pas voulu les écouter. Et puis dans tout ce processus, il y a des gens, pas toujours très bien intentionnés, qui se sont emparés de ces blessures pour en faire des objets politiques. Qui se sont transformés en lutte pour des droits. Plus ou moins maladroitement, avec plus ou moins de réussite. Mais en tout cas, voilà. Quand on est victime de quelque chose, on a besoin de reconnaissance. C'est important. Par exemple, si on a été victime d'agression sexuelle, de viol, on a besoin de cette reconnaissance en tant que victime. Elle est importante. Elle est d'autant plus importante qu'elle permet, dans le processus qui, je le rappelle, pour moi est exactement le même que le processus de deuil, de pouvoir passer des étapes dans la douleur qui vont permettre la guérison petit à petit. Et je dis bien petit à petit parce que ces choses, elles prennent du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Comme on est dans un monde où l'empathie est quand même assez compliquée, on a des gros problèmes au niveau de la reconnaissance. Et ça, c'est factuel. Et ça pose un vrai problème. On est toujours en train de débattre à savoir si la colonisation ou pas a créé des problèmes. Je veux dire, c'est compliqué. Alors que tant qu'on ne reconnaît pas ça, il y a quand même beaucoup de choses dans le monde qu'on n'arrive pas à expliquer. Hein. Du coup, ça n'avance pas très fort. Mais du coup, toutes ces blessures, elles se cristallisent. Et elles créent des nœuds, elles créent des blocages qui deviennent hyper importants en ce moment. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'on est dans un monde qui est de plus en plus inégalitaire, où justement on n'arrive pas plus à s'entendre finalement. On a créé de la diversité, on prône la diversité, mais on n'a jamais été autant séparés en termes communautaires, en termes même de genre, hein, d'hommes et femmes. Les relations n'ont jamais été aussi tendues entre les êtres humains finalement. Pour moi, c'est la preuve qu'on ne prend pas la problématique selon le bon axe, selon le bon sens, en fait. Ça me paraît important parce que, du coup, cette ère de la blessure, il y a une grande susceptibilité qui se met en place. Où effectivement... Alors, il y a des gens qui s'en plaignent, il y a des gens qui vont dire non, mais ça devient très compliqué de traiter certains sujets. Parce que la pensée est complètement en train de se fermer. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut plus absolument débattre.
sans quoi on est taxé de telle ou telle chose. Et si on ne peut plus débattre et si on ne peut plus élargir les sujets, ça veut dire qu'on est enfermé dans des dogmes. Ça veut dire qu'on est enfermé dans des schémas de pensée qui font qu'à un moment donné, il y aurait les bonnes personnes qui ont la bonne parole, et puis tous les autres qui sont les méchants parce qu'ils n'ont pas envie de reconnaître certaines choses. Donc là, on est en plein dans la dualité, mais surtout, ça manque d'air, ça manque de respiration, et ça ne peut faire que se cristalliser des problématiques qui n'ont pas besoin d'être cristallisées. On a besoin, je crois, de l'acceptation. Déjà de la blessure, et ensuite de l'individu dans son entièreté. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on a tous des besoins vitaux qui nous sont communs. Je veux dire vraiment. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'amour, c'est un besoin vital. On a besoin d'avoir un toit. On a besoin, voilà, de nos besoins vitaux. Et c'est là-dessus, et seulement là-dessus, qu'on devrait se concentrer, je veux dire. Ce prisme, par exemple, qu'on a à toujours considérer le monde en tant que race, est problématique. Véritablement problématique. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il y a une possibilité, une troisième, une quatrième, cinquième voie, je sais pas trop, qui ferait qu'à un moment donné, on peut préserver la culture tout en étant dans cette espèce d'acceptation qu'il y a des choses vitales, et on le voit bien dans la spiritualité, des dons, on en a tous. On a tous potentiellement la capacité d'être clairvoyant, d'être clairaudient, de parler, de ressentir nos proches. C'est pas quelque chose qui est donné à certains élus sur cette planète. On l'a tous, cette capacité, au même titre qu'on peut respirer et que on peut voir les choses. Ça pose vraiment problème parce qu'on est dans une société où les besoins de base, je pensais la dernière fois aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes en situation de handicap, qui sont certainement les personnes les moins considérées dans notre société. C'est très factuel quand même. Rien n'est adapté pour eux. Ils sont en galère sur plein de domaines où c'est très difficile pour eux d'être reconnus dans cette société. Et par exemple, c'est des gens qu'on entend très peu. Alors que finalement, au prorata, ils sont quand même assez nombreux. Finalement, si on prend tout par bout, si on prend tous les porteurs de handicap, qu'ils soient moteurs, physiques, déficients intellectuels, enfin, je veux dire, je crois pas que déficients intellectuels, ça se dise encore d'ailleurs. Pardonnez-moi si j'ai fait une erreur, mais à un moment donné, ils sont quand même très nombreux. Et on ne les entend jamais, par exemple. Alors qu'il y a d'autres catégories qu'on entend tout le temps. Et vous voyez bien que quand on pense la lutte des droits pour les êtres humains, et qu'on en est encore là, en 2024, à ne pas être foutu d'être capable d'avoir des trottoirs aménagés pour des gens en fauteuil roulant, on passe à des demandes qui sont d'enlever certaines statues parce que vous comprenez, moi je veux bien tout en fait. Mais ce que je me dis surtout, c'est que ça pourrait être bien de reprendre les choses dès la base et pas de partir dans tous les sens comme on le fait en ce moment, à au final vouloir satisfaire des catégories de personnes, manipulées quand même beaucoup par des lobbies. On peut pas non plus ne pas le dire parce que c'est quand même réel. Et ça l'est d'autant plus qu'encore une fois, si c'était pas vrai, y a des causes qui avanceraient beaucoup plus. Or, ça n'est pas le cas. Encore une fois, si on prend la cause des femmes, je suis désolée de le dire, hein. Alors oui, c'est sûr que je vis mieux que ma grand-mère, mais c'est pas encore trop ça quand même de ouf, hein. C'est quand même compliqué. Je peux pas m'habiller comme je veux dans la rue, je peux pas sans me faire emmerder, je peux pas...
Mais je suis très étonnée, mais j'ai très étonnée de voir certaines femmes qui pensent la libération de la femme parce qu'en fait elles ont le droit de faire comme les hommes. C'est-à-dire de boire de la bière, de jurer et de... Je caricature, mais en même temps ça devient caricatural, donc je suis obligée. Moi, l'égalité, je la pense pas. Enfin, si j'avais envie d'être aussi con que certains hommes, c'est pas ça l'égalité pour moi, en fait. Tout comme la discrimination positive n'a jamais été de l'égalité ou de l'équité. Ça n'a jamais mené à ça. Ça mène à plus de discrimination parce qu'à un moment donné, on prend pas les individus pour ce qu'ils sont. On prend les individus pour ce qu'ils représentent. Et moi, si je veux avoir un poste, je veux avoir un poste parce que on reconnaît mes compétences et pas parce que je fais partie d'un quota. C'est bien d'avoir une femme. Ça fait pas avancer les choses, ça. Ça fait pas avancer les choses. Et on y est encore à ce truc-là. Et c'est lent, c'est laborieux. Alors après, on s'étonne qu'on n'avance pas en termes de lutte de droit, mais on peut pas avancer en termes de lutte de droit parce que tout est faussé d'avance, en fait. C'est surtout ça le problème. Tout est faussé d'avance, vraiment. Il n'y a aucune véritable volonté d'avancer sur toutes les causes énoncées au début. Aucune. Et ça a fait ce qu'on vit maintenant, c'est-à-dire une société qui est incapable de discuter ensemble, incapable. Parce qu'il y a des sujets qui sont totalement cristallisés, parce qu'il y a des communautés de gens qui se sont emparés de ces sujets et qui les ont complètement verrouillés. Ce qui fait qu'on a la bonne pensée, on a la mauvaise pensée, et au milieu, on n'a plus le droit de penser. Et je trouve ça particulièrement dommage. Vraiment particulièrement dommage, parce que c'est précisément dans cet espace, dans cet interespace-là, où il pourrait se passer plein de choses. Vraiment. Avec une volonté du cœur de reconnaître l'autre. Dans sa blessure, mais en la dépassant, en allant plus loin que ça. Parce que là, moi je vois plein de gens sur les réseaux sociaux, même dans la vraie vie, et c'est pour ça que les catégories, je dis l'hypersensibilité par exemple, quand je vois toutes ces vidéos qui parlent « ouais, moi je suis un hypersensible, donc tu comprends, moi la vie », et je me dis « moi je veux bien, mais l'hypersensibilité n'est que la preuve que la conscience humaine s'éveille, en fait, et qu'elle remonte. C'est ça l'hypersensibilité. Donc à terme, on est tous voués à être hypersensibles. Il y a des gens qui l'étaient déjà avant, ils ont vécu toute leur vie sans cette étiquette. Donc, ça veut dire que la conscience remonte, s'éveille. Et quand la conscience s'éveille, justement, bah oui, on devient hypersensible. Donc, il y a effectivement des choses qu'on ne tolère plus et qui font que c'est très compliqué de vivre en humanité avec les autres, finalement. Mais, y a-t-il besoin d'en faire une étiquette ? Est-ce que ça rassure véritablement les gens ? Est-ce que ça les aide véritablement à vivre cette expérience humaine qu'on est censé vivre tous ensemble ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Sur la question du rapport homme-femme, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup trop. Il faudrait en faire 15 vidéos parce que vraiment c'est trop long, mais c'est exactement la même chose. La reconnaissance des droits, la sexualité, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas envie de me focaliser sur la sexualité des gens, je n'ai pas envie que ça devienne des étiquettes. Je m'en fous quand je rencontre quelqu'un, je le rencontre, point barre. Ce qu'il fait après dans sa vie, qu'il soit en couple, pas en couple, si cette personne elle est en couple, je suis contente pour elle. Si elle est célibataire, ça sera la même chose. C'est-à-dire que même sur toutes les questions qui concernent la sexualité, c'est pour ça que la dernière fois je me suis un peu fâchée en story, mais c'est... Moi je veux bien qu'on apprenne la sexualité aux enfants. Admettons même que j'élargisse ce spectre et que je me dise ok, on apprend la sexualité aux enfants, mais qu'est-ce qu'on va apprendre à des enfants alors que notre société elle est perdue sur toutes ces questions-là ? J'ai 38 ans, donc je fais partie d'une génération, génération 86, toutes les années 80... 90, même je pourrais prendre celle de mes parents avant.
La vérité, c'est qu'on est tous perdus. C'est-à-dire qu'on n'a pas de repère. On est vraiment perdus. Et c'est là où je crois que la spiritualité prend tout son sens. Moi, je vois plein de gens, qui soient hétérosexuels, homosexuels, qui, tout d'un coup, dans leur chemin spirituel, se sont naturellement un peu éloignés de la sexualité et qui sont en train de reprendre prise avec des choses sacrées, en fait, pour eux. Et du coup, de complètement bouleverser leur vision du monde, leur vision du rapport à l'autre, repenser complètement les choses. Et ça se fait naturellement, il n'y a pas besoin d'aller le forcer, ça se fait tout seul, ça vient avec le cheminement spirituel. Et c'est formidable. Plutôt que de poser des injonctions, de créer toujours de nouvelles catégories de personnes avec des nouveaux besoins qui, au final, risquent de changer parce que l'être humain est changeant, c'est fait aussi un petit peu partie de nous, que tu penses pas la même chose à 20 qu'à 30 ans, et encore moins à 40, et encore moins à 50, à 60 et à 70 ans. C'est beau aussi ça chez l'être humain. Et encore une fois, la seule chose qui m'intéresserait éventuellement sur ces questions-là, c'est les résultats. Si je voyais des résultats sur ces questions de lutte, je pourrais me dire et reconnaître volontiers que effectivement il y a des choses qui se passent, mais ce n'est pas le cas. On a encore une enfant il n'y a pas longtemps qui s'est pendue dans sa chambre à 12 ans. On n'a rien à apprendre aux enfants. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. On n'a rien à leur apprendre. Parce que nous, on est perdus. Et je trouve ça un peu dommage qu'on arrive avec cette position ascendante et soi-disant bienveillante pour qu'au final, non, tout ça crée de la séparation. Vraiment beaucoup. La manière dont on pense les droits en ce moment, dont on pense l'ouverture à l'autre, eh ben, ça n'est qu'un espace de fermeture et de non-liberté, où plus rien ne peut être questionné, où on est sans cesse dans le jugement de l'autre, de la bonne pensée, de la mauvaise pensée. Je trouve regrettable qu'il y ait des sujets dont on ne puisse pas parler sans être taxé de choses débiles en plus. Vraiment, il n'y a aucun espace de réflexion. Et la pensée, elle est vraiment en train de se fermer. Et alors que c'est très important qu'elle s'ouvre en ce moment, qu'elle s'ouvre sur plein de questions, parce qu'on a plein de choses à s'apporter dans nos différences. Et qu'encore une fois, la base de base, c'est qu'on a tous des besoins communs, basiques, et qui sont vitaux, vraiment. Et pour terminer, j'avais envie de vous lire un passage de Krishnamurti dans le livre Se libérer du connu. C'est un passage qui est un peu long, mais que je trouvais vraiment intéressant. Si l'on se déclare libéré de quelque chose, cela n'est qu'une réaction qui engendrera une nouvelle réaction, laquelle donnera lieu à un autre conformisme, à une nouvelle forme de domination. De cette façon, on déclenche des réactions en chaîne et l'on imagine que chacune d'elles est une libération. Mais il ne s'agit là que d'une continuité modifiée du passé à laquelle l'esprit s'accroche. La jeunesse aujourd'hui, comme toutes les jeunesses, est en révolte contre la société et c'est une bonne chose en soi. Mais la révolte n'est pas la liberté parce qu'elle n'est qu'une réaction qui engendre ses propres valeurs, lesquelles à leur tour enchaînent. On les imagine neuves, mais elles ne le sont pas. Ce monde nouveau n'est autre que l'ancien dans un moule différent. Toute révolte sociale ou politique fera inévitablement retour à la bonne vieille mentalité bourgeoise. La liberté ne survient que lorsque l'action est celle d'une vision claire. Elle n'est jamais déclenchée par une révolte. Voir clairement, c'est agir, et cette action est aussi instantanée que lorsque l'on fait face à un danger. Il n'y a alors aucune élaboration cérébrale, aucune controverse, aucune hésitation. C'est le danger lui-même qui provoque l'acte. Ainsi voir, c'est à la fois agir et être libre. La liberté est un état d'esprit, non le fait d'être affranchi de quelque chose. C'est un sens de liberté, c'est la liberté de douter, de remettre en question. C'est une liberté si intense, active, vigoureuse, qu'elle rejette toute forme de suggestion, d'esclavage, de conformisme, d'acceptation. C'est un état où l'on est absolument seul. Mais peut-il se produire lorsque l'on a été formé par une culture de façon à être toujours tributaire, aussi bien d'un milieu que de ses propres tendances ? Peut-on, étant ainsi constitué, trouver cette liberté qui est solitude totale,
en laquelle n'ont de place ni chef spirituel, ni tradition, ni autorité. Cette solitude est un état d'esprit qui ne dépend d'aucun stimulant, d'aucune connaissance. Elle n'est pas non plus le résultat de l'expérience et des conclusions que l'on peut en tirer. La plupart d'entre nous ne sont jamais seuls intérieurement. Il y a une différence entre l'isolement, la réclusion et l'état de celui qui se sait seul. Nous savons tous en quoi consiste l'isolement. On construit des murs autour de soi afin de n'être atteint par rien, de n'être pas vulnérable. Et on cultive le détachement, qui est une autre forme d'agonie. Et on vit dans la tour d'ivoire onirique de quelques idéologies. Se savoir seul, c'est tout autre chose. On n'est jamais seul tant qu'on est rempli des souvenirs, des conditionnements, des soliloques du passé. Les déchets accumulés du passé encombrent les esprits. Pour être seul, on doit mourir au passé. Lorsqu'on est seul, totalement seul, on n'appartient ni à une famille, ni à une nation, ni à une culture, ni à un tel continent. On se sent un étranger. L'homme qui de la sorte est complètement seul est innocent, et c'est cette innocence qui le délivre de la douleur. Nous traînons avec nous le fardeau de ce que des milliers de personnes ont dit, et la mémoire de toutes nos infortunes. Abandonner définitivement tout cela, c'est être seul, et non seulement innocent, mais jeune aussi. Non en nombre d'années, mais innocent, jeune, vivant, à tout âge. Et l'on peut alors pénétrer la vérité, pénétrer ce qui n'est pas mesurable en paroles. En cette solitude, on commence à comprendre la nécessité de vivre avec soi-même tel que l'on est, et non tel qu'on devrait être ou tel que l'on a été. Voyez si vous pouvez vous voir sans émotion, ni fausse modestie, ni crainte, ni justification ou condamnation. Si vous pouvez vivre avec vous-même tel que vraiment vous êtes. Et je trouvais ce passage adapté parce que on peut pas forcer les autres à entendre nos blessures. Et je suis même pas sûre que ça soit ni juste ni nécessaire, en fait. Par contre, passer par ce cheminement individuel et spirituel de quête de vérité que d'accepter ce qu'on est pleinement. Et ce qu'on est pleinement, pas les projections qu'on se fait des autres. Vraiment ce qu'on est pleinement. Ça me semble aussi hyper important dans la période qu'on est, et ça évite de penser toutes les problématiques, notamment de lutte de droit, à travers le prisme de la blessure. Parce que, je le répète, on est une société souffrante, on est tous en souffrance. Quelles que soient les étiquettes qu'on porte en ce moment, on est tous en souffrance. Ce monde est souffrant. Et on n'a plus besoin de regarder tout ça à travers la blessure. Elles sont factuelles, les blessures. On a besoin de se regarder avec les yeux de l'amour, comme les enfants. Exactement comme les enfants. Voilà, j'espère que ce message aura été compris, dans le sens où il ne voulait pas blesser qui que ce soit, n'est-ce pas? Et c'est pour moi un espace de réflexion que je propose sur ce sujet, vraiment, qui me paraît important et qui, encore une fois, a été mûrement réfléchi avant d'être posé en mots avec vous aujourd'hui en vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et prenez bien soin de vous.